Bien, coucou. On va finir avec cette illustration basée sur des formes géométriques simples, avec des petites astuces de correction colorimétrique, où le but ça va être, une fois que l'image est finalisée, que l'illustration est prête entre guillemets, on va pouvoir travailler un peu plus l'aspect final, juste un petit peu pour la rendre plus homogène. Voilà, c'est le bon mot, homogène. Euh, alors là, j'ai un rayon de lumière que je vais mettre dans le dossier premier plan. L'image de référence, je peux la supprimer. On n'en a plus besoin. Et je vais mettre tous mes groupes dans un groupe que je vais appeler illustration. Je sauvegarde. Donc, une illustration est prête quand on le décide. Elle peut être poussée à l'infini. Et par exemple, là, je pourrais tout à fait rajouter des effets de matière, rajouter du détail, rajouter des branches d'arbres, aller plus loin dans un niveau de complexité, mais l'intérêt de cette illustration, c'est de se faciliter la vie et de voir qu'avec ouais, des fondamentaux, on peut déjà suggérer quelque chose. Et en fait, cette image-là se suffit à elle-même. Le simple fait qu'on ait la forme ovoïde avec le petit rond ici suggère qu'il y a une présence humaine. Et pour l'esprit, ça suffit pour avoir un élément de mise à l'échelle et de se projeter dans l'image. Et vu qu'on joue très légèrement sur une fausse perspective avec des arbres plus petits au loin et des échelles assez larges au premier plan, on a une sensation d'espace alors que c'est une image purement en deux dimensions avec vraiment des choses fondamentales. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut raconter beaucoup avec peu, et en fait c'est vraiment l'idée générale de cette petite série de vidéos. C'est que il n'y a pas besoin de se sentir submergé par une masse de travail infinie à produire et des connaissances immenses dans des tas de domaines différents à apprendre avant de commencer à faire quelque chose. En fait, euh, vous pouvez regarder tous les tutos du monde sur internet et lire tous les livres. Si vous passez pas à la pratique et que vous intégrez pas les fondamentaux étape par étape, et à un moment donné, en fait, ça passe par le corps et puis ça s'intègre. Et une fois que vous vous êtes posé plein de questions sur comment est-ce que je crée mon document, quelle est la taille, pourquoi est-ce que les calques fonctionnent comme ça, qu'est-ce qu'une couche alpha, comment est-ce que je travaille les opacités, les modes de fusion, etc. Après, ça devient automatique, en fait. C'est comme apprendre à conduire. Pour ceux qui savent conduire, vous pensez plus à passer les vitesses et appuyer sur les pédales. Ça se fait naturellement. Alors que conduire, c'est tout sauf intuitif. Mais vu que c'est logique, en fait, vous êtes passé par cette phase de réflexion et de comprendre le fonctionnement intrinsèque d'une voiture. Et une fois que c'est intégré, ça passe dans le niveau inconscient, ça devient un automatisme. Et là, c'est la même chose avec l'illustration. C'est pour ça que c'est hyper important de se forcer peut-être à faire petit au début et euh, si vous êtes capable de faire quelque chose de simple, puis quelque chose d'autre de simple, puis quelque chose d'autre de simple, et que vous les avez intégrés, en fait, ce sera plus facile de faire un projet qui imbriqueront ces trois niveaux de savoir. Et ce qui est assez incroyable avec la créativité, c'est qu'une fois que vous avez compris différents savoirs simples, vous les additionnez pas, vous les multipliez. Parce qu'en fait, si vous associez trois techniques d'illustration ensemble, ça va faire pas un plus un plus un, ça va faire 1 fois 2 fois 3 fois 4. En fait, ça va se multiplier parce que tous les savoirs s'imbriquent les uns avec les autres et s'entraident mutuellement. Et à la fin, vous avez quelque chose qui a une vraie cohérence avec beaucoup de savoir-faire et une certaine forme de complexité visuelle, dans le bon sens. Parce que la complexité, ça peut gêner la lisibilité, mais il peut y avoir une forme de complexité plutôt sous forme de richesse visuelle. Et si vous savez comment organiser cette richesse dans l'image sans
surcharger la lisibilité en laissant notamment des zones respirées et ce genre de choses, ben, vous aurez une image qui sera belle, qui aura un certain niveau de détail où l'œil pourra circuler dedans, et en même temps qui aura une structure, une composition suffisamment solide qui se suffit à elle-même. C'est pour ça que c'est hyper important de commencer avec des choses fondamentales. C'est que maintenant, mon illustration, même si elle est loin d'être parfaite et qu'on pourrait la faire encore plus intéressante visuellement, celle-ci, si maintenant je rajoute des niveaux de détail comme des branches, des nervures dans les arbres, des feuilles dans les buissons, des effets de lumière, de matière dans les plis du vêtement du personnage, si je travaille l'anatomie du personnage, si blablabla, ben en fait vu que ma structure actuelle elle se suffit elle-même et que l'image déjà elle fonctionne, je peux être sûr entre guillemets que si je vais plus loin dans le niveau de détail et que je pousse mon image, elle va continuer à être structurée sur une logique et une composition qui fonctionne. C'est un peu comme construire une maison. Vous allez d'abord travailler les fondations, ça prend du temps. Une fois que la maison est finie, les fondations sont invisibles. Pourtant, elles sont là, et elles sont obligatoires. Sinon, vous avez une maison qui va s'écrouler au bout de 2 mois. Et c'est exactement la même chose. Et pourtant, une maison, quand on rentre dedans et qu'on l'apprécie, c'est parce qu'il y a un joli papier peint, les meubles ont des belles couleurs, des belles matières. Et en même temps, une maison où on se sent bien, c'est parce que l'agencement des pièces a été pensé, ou c'est fluide, quoi. Il y a une gestion de l'espace, donc de la structure propre de la maison, qui, euh, qui fonctionne par elle-même. Et après, quand on vient rajouter une bibliothèque, des tableaux, des choses qui viennent ornementer la maison, ça vient se faire en complément de la structure. C'est exactement la même chose avec l'illustration. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a différentes méthodes pour structurer une maison. Il y a la vision d'architecte, comme je viens de le dire, mais il y a d'autres façons, peut-être plus organiques et intuitives aussi, de structurer un projet. Mais il y a toujours une structure, qu'elle soit très mathématique ou peut-être plus organique et naturelle, ça dépend des personnes. Bon, alors, il y a une chose qu'on peut faire, c'est se créer un nouveau groupe. Donc là, j'ai créé un nouveau calque. D'ailleurs, je ne sais plus quel est le raccourci clavier pour créer un calque. Est-ce qu'il me le dit là? Nouveau calque. Ah bah, CTRL Maj N. Si je fais CTRL Maj N, ça me dit, voilà, vous voulez créer un nouveau calque et je vais créer un calque qui va s'appeler c'est pas lens flare. Je voudrais simuler le fait que la lumière du soleil qui passe à travers les arbres vient créer un dégradé de lumière dans l'image. On va l'appeler tout simplement lumière. On peut donner une couleur au calque pour l'organisation, mais nous on s'en fiche. On peut prédéfinir son mode de fusion, mais on n'en a pas besoin. On le fera après coup. On va choisir visuellement quel est le meilleur mode de fusion qui nous intéresse. Là, il y a plusieurs possibilités. Soit je crée un calque. On va faire ça. Je vais faire édition, remplir, et je vais faire un calque avec un gris à 50%. Donc, qu'est-ce qu'un gris à 50%? C'est, si on le pipette, et qu'on va voir quelle couleur c'est, on voit que dans ma gestion des couleurs, si on va complètement à gauche du carré de sélection de couleurs, à gauche, il y a une saturation qui est nulle. C'est-à-dire que la couleur n'est pas saturée, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur. Donc, tac, on a une saturation nulle. Et en fait, une fois qu'on a cette saturation nulle, on peut aller plus ou moins haut dans la luminosité, la luminance de la couleur. Si on va tout en haut, on a une luminance à 100%, tout en bas à 0%, et donc, si je mets 50%, on a donc un gris pile poil à 50%. C'est assez simple à comprendre. Pourquoi je fais ça? Normalement, si vous vous souvenez, si je passe mon calque en mode de fusion
produit par exemple, ça va prendre tous les tons de l'image et ça va incruster tous les tons sombres. Si je le mets en mode superposition, ça va incruster tous les tons clairs. Vu que le gris est à 50%, il est à 50% clair et 50% sombre. Donc si je le mets en mode produit, ça va assombrir de 50% mon image. Si je le mets en mode superposition, ça va l'éclaircir à 50%. Et si je le mets en mode incrustation, et que je coche ou décoche le petit œil, a priori il ne se passe rien. Pour la simple et bonne raison que l'incrustation c'est le mélange de la superposition et du mode produit. Donc tout ce qui est à 50% va s'incruster, mais à 0%. Alors, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Si, sur mon calque, dégradé de lumière, par exemple, si je prends une couleur sombre et que je peins avec la brush, j'ai appuyé sur B pour passer en mode brush. Si je peins et que je passe en mode incrustation, le gris disparaît et ce qui était sombre reste incrusté en sombre. Et si au contraire je prends une couleur claire et que je peins et que je fais incrustation, voilà, ce qui était clair va s'incruster de manière claire. Alors, c'est pas exactement ce que je veux faire. Je vais faire annuler. Ok. Et en fait, dans mon calque, je vais appliquer une incrustation en dégradé. Voilà. Je vais prendre une couleur peut-être légèrement plus bleutée. Voilà. Et ça, je vais le faire peut-être légèrement plus vers du verdâtre. Voilà. Il y a d'autres paramètres du dégradé, mais on va pas y toucher. Voilà, la position du centre du dégradé, je le laisse à 50%. Et la mise à l'échelle, on peut faire en sorte que le dégradé soit plus ou moins contrasté. Nous, on s'en fiche, peut-être même qu'on veut qu'il soit légèrement plus doux, donc on va le faire comme ça. Et l'angle, bien sûr, je vais laisser le même angle que précédemment. Comme si la lumière qui venait du ciel venait légèrement du haut, au-dessus de la canopée des arbres, et venait se propager dans l'image. Je fais un CTRL S. Là, je vais faire un clic droit sur mon calque et pixeliser le style du calque. Comme ça, en fait, mon effet, qui était un effet non destructif que l'on pouvait décocher ou pas, je sais pas trop pourquoi Photoshop a du mal, mais si maintenant je passe mon calque en mode de fusion, Photoshop a du mal à changer le mode de fusion d'un calque qui a un effet non destructif. C'est dommage, mais c'est comme ça. Du coup, je suis obligé de le pixeliser. Et cette fois-ci, si je passe en mode incrustation, les tons clairs vont éclairer, les tons sombres vont assombrir. Donc même en vrai, je pense que je veux plus quelque chose qui soit de l'ordre des calques de superposition. Densité linéaire, ça me paraît pas trop mal. Ça fait vraiment un effet de lumière qui éclaircit le haut de l'image dans la canopée et qui va pas trop assombrir le bas de l'image pour garder un contraste assez doux. Donc je mets ce mode de fusion là, et là on voit plus rien dans l'image. L'effet est trop fort. Mais si je baisse l'opacité de mon calque, ok, ça pâlit un peu l'image. Fais voir si j'en essaye d'autres. Hmm. Donc là je le fais à l'œil, donc c'est une chose de connaître la théorie mathématique derrière la programmation des modes de fusion, mais c'est autre chose que de faire un choix en voyant les résultats directement. Ça, c'est pas ouf, hein. Si, alors, je sélectionne mon calque, je fais image, réglage, et je vais contraster mon image, mon calque. Là, ça va juste contraster mon calque, pas l'ensemble de mon illustration. Ok.
Et on va le désaturer un peu. Teinte de saturation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais superposition? C'est bizarre, ça fait un... C'est marrant parce que ça donne pas la sensation que ça éclaire. Lumière tamisée, lumière crue, large maximale. Hmm. Ok, de toute manière, on va rattraper ça tout à l'heure en contrastant l'image. Ok. Euh, je vais... Je vais appliquer un effet non destructif sur l'ensemble de l'image. Donc avec cette icône-là, qui est, on retrouve les mêmes options d'effet que dans la fenêtre image, couleur, pardon. Ah si, c'est bien ça, c'est image. Image, réglage, voilà, on retrouve les mêmes réglages. Ceux-là sont destructifs car ils s'appliquent seulement au calque. Une fois qu'il est appliqué, on ne peut pas revenir en arrière, à moins de faire un CTRL Z. Mais si on utilise ceux-là, notamment l'outil courbe, c'est un calque d'effet. Donc en fait, on pourra cocher ou décocher le petit œil afin d'appliquer ou non le calque et baisser son opacité. Donc on peut appliquer un effet de manière assez forte. Et cette courbe-là que je vais appeler courbe, c'est bien. Je peux baisser son opacité. Et là, je baisse l'opacité de l'effet et je peux le décocher après coup, ce qui est très pratique. Donc là, il est beaucoup trop fort. Pour régler les options après coup de mon calque, alors il a deux trucs. Il y a un petit logo qui correspond à le logo de la courbe de contraste, une petite chaîne qui veut dire qu'il est lié à ce calque-là, et ce calque-là, c'est un masque d'opacité. Nous, on n'en a pas besoin. On peut même le supprimer, le masque de fusion, pardon. Et si on double-clique, non pas sur le nom courbe, mais sur le petit logo vignette de calque, touc, ça me réouvre la fenêtre de tout à l'heure. Et comment marche ce truc? Je vais le remettre par défaut. On a une fenêtre, je me demande si on peut l'ouvrir. Ce sera plus clair. Voilà, je vais le mettre en grand, comme ça ce sera vraiment clair. Ok, ça s'agrandit, pas plus. On a un graphique, un diagramme, qui représente le... ouais, un diagramme de la luminance de l'entièreté de l'image. C'est un peu comme l'option niveau. On va pouvoir trafiquer les tons clairs et les tons sombres. Donc si je fais ça, je vais couper les niveaux d'entrée sombres de l'image. Donc si je fais ça, ça assombrit l'image. Si je fais ça, ça l'éclaircit. Mais en fait, si je fais ça, c'est une manière de couper les informations de lumière. C'est-à-dire que là, ici dans mon image, si j'exporte ça en JPEG ou en PNG, ce qui est dans les tons clairs, on a complètement perdu les informations. C'est-à-dire que là, il n'y a plus aucune différence de... C'est très clair, mais c'est brûlé, on a cramé l'image. Pareil, les tons sombres, on a sous-exposé et on perd complètement la richesse visuelle de l'image. Et en fait, ce diagramme-là, il nous montre tout ce qui est à gauche, c'est les tons sombres, tout ce qui est à droite, c'est les tons clairs, et les petites lignes grises, là, nous montrent notre image. Et il y a beaucoup de pixels qui sont plus dans les tons gris, voire sombres, et pas beaucoup dans les tons clairs. Et pour forcer l'image à
peut-être récupérer des tons clairs sans perdre des informations, c'est en jouant sur cette ligne-là qui va permettre de jouer sur les contrastes de l'image sans couper les informations. Donc si je clique là, ça me rajoute une petite ligne, et on voit qu'en fait, si je déplace, ça va modifier la courbe d'effet, et si je l'amène au-dessus, on va réamplifier les tons clairs. Et si je fais ça, là je le fais trop, mais on voit que mon image est plus claire, mais on garde les informations de ton clair dans l'image. Donc c'est une manière propre de contraster l'image, et là pareil je fais les deux en même temps. J'ai à la fois plus de tons clairs et plus de tons sombres, donc la plage de couleurs est plus contrastée, parce qu'il y a plus de différence entre les clairs et les sombres. Pourtant on garde toutes les informations de couleurs en fait. On n'a pas perdu, voilà, notre image est toujours aussi lisible et a toujours le même niveau de détail. Et une fois que j'ai fait ça, je peux baisser ma courbe parce qu'elle est trop forte. Et je pense que il faudra pas trop que j'assombrisse, mais plus que j'éclaircisse. Comme ceci. Et après on peut même jouer sur le gamma, sur l'exposition, et je vais, voilà, légèrement exposer l'image. C'est une autre option qui me permet d'avoir un truc propre. Et pareil, je vais baisser un peu l'opacité. Tout ça, je vais le mettre dans... Je sais pas si je me fais un groupe d'effets. Voilà, ce sera plus propre. Ça, je donne une couleur violette. Comme ça, c'est très lisible. Je vais faire un truc. Je vais dupliquer mon groupe illustration. Donc pour ça, je le sélectionne et je le mets sur le petit plus et ça le duplique. Ou alors, vous pouvez tout à fait sélectionner votre groupe et faire CTRL-J. Et je vais faire un clic droit et je vais fusionner le groupe. Donc là, j'ai deux calques. J'ai toujours mes informations de calque, mais j'ai mon groupe et une duplication de mon illustration. Pourquoi je fais ça? Parce que ça, je vais l'appeler glow. Si je floute ce calque-là, qui a aplati l'ensemble de mes calques, je lui applique un léger flou gaussien, pas beaucoup. Comme ça, c'est pas trop mal. Et maintenant, ce calque-là, je le passe en mode de fusion. Celui-là, je baisse son opacité. Ça va ajouter naturellement un effet de lumière, un espèce de glow. Pareil, je mets ça dans le groupe effet. Et le dernier effet que je vais vous montrer, c'est un vignettage. On crée un nouveau calque qu'on appelle vignettage. Je sélectionne un cylindre, je vais même le faire pile poil dans l'image. Donc là, ce cylindre, je peux le remplir avec une couleur. Ici, la couleur de premier plan. CTRL Z, j'appuie sur X pour passer en couleur de second plan. J'appuie sur G pour passer en mode pot de peinture. Et si je remplis mon cylindre, ça fait un rond noir. Nous, on veut remplir l'extérieur du cylindre. Donc pour ça, on fait sélection, intervertir. Ou alors vous faites CTRL-I et vous voyez que en fait la sélection s'est inversée parce que il y a toujours mon cylindre qui est sélectionné, mais il y a aussi les bords du cadre. Et si je remplis maintenant, ça va me faire un remplissage sur l'extérieur de ma sélection. Je passe en mode sélection, je clique n'importe où, ça supprime ma sélection. Et ce vignettage là, je vais le flouter avec un flou gaussien. Et cette fois-ci, je vais y aller vraiment beaucoup. Voilà, comme ça. Et là, j'ai un vignettage. Et ce vignettage-là, on va le baisser en opacité. Comme ça, si je le coche et que je le décoche, ça simule comme si on avait pris une photographie avec un appareil photo. Et la lumière, quand elle rentre dans l'objectif d'un appareil photo, elle rentre plus dans le centre de l'optique, dans le centre ouais, de l'optique, et moins sur les bords, ce qui va assombrir
les bords de l'image et éclaircir l'intérieur, ce qui donne plus un aspect photographique. Par contre, je trouve que voilà, ça assombrit trop l'image, donc j'ai mis le calque sous les calques d'effet. Et maintenant, si je coche ou décoche mon groupe d'effets, on voit clairement une différence assez majeure entre le début et la fin de ma correction colorimétrique. Et dernier calque, je vais créer un calque que je vais appeler grain. Je vais le remplir d'un gris à 50%. Et cette fois-ci, ce gris, je vais lui appliquer un filtre bruit, ajout de bruit. Et voilà, je vais appliquer un bruit qui est très très doux. Je pourrais le faire très fort. Quoique je pourrais le faire, voilà, comme ça. Ok. Et ce grain-là, je vais le flouter avec un flou gaussien mais vraiment très très peu, à 0,5%, voire 0,4, 0,3, pour flouter le fait que ce soit un grain numérique. Et ce grain-là, donc il est appliqué sur un gris à 50%, on a des petits points noirs et des petits points blancs, c'était généré par un algorithme mathématique, et donc si je passe en mode incrustation, ça me rajoute un grain dans l'image, qui va apporter une sorte de grain photo. Et ce grain-là, il a aussi bien une valeur esthétique, on va baisser son opacité, parce que là il est trop fort, mais aussi une valeur technique, c'est que vu que j'ai des dégradés dans l'image, si j'exporte mon image telle quelle, la compression de l'image, si j'exporte en JPEG, va me simplifier mes dégradés et ça va me faire des espèces de bandes comme ça, qui sont pas du tout esthétiques. Le fait d'avoir un grain, ça va forcer la compression de l'image à avoir une transition plus organique dans les dégradés et donc à brouiller un peu le côté mathématique des dégradés. Et du coup, ça donne un truc beaucoup plus naturel. Donc dès que vous avez des dégradés dans l'image ou des calques d'effets ou des choses comme ça, rajouter un petit grain très léger, ça permet voilà, de simplifier l'image. Et pareil, mon groupe d'effets, si vous le trouvez trop fort, vous pouvez le baisser. Et on n'a plus qu'à sauvegarder notre image et l'exporter sous le format que vous voulez. Moi, je vais l'exporter en PNG. Je le renomme. Enregistrer. Taille du fichier, donc fichier volumineux. Parce que c'est un format PNG qui est non destructif. Donc plus lourd que du JPEG, mais d'une meilleure qualité. Et on en a fini. Si je vais voir mon illustration, ici j'ai mon fichier PNG qui était ouvert et maintenant c'est une image qui peut être accessible via une visionneuse Windows ou sur Mac, et là il n'y a plus du tout les calques, c'est vraiment une image qui est écrasée, qui est comme une photographie que vous aurez pu prendre avec votre téléphone et regarder tel quel sur un écran d'ordinateur. Donc voilà, on a fait le tour sur on va dire l'ensemble des outils de base de Photoshop afin de créer une illustration simple. L'idée, c'est que ça serve de concept art ou d'illustration de base pour ensuite extrapoler cette image-là en 3 dimensions en utilisant un super logiciel open source qui s'appelle Blender, qui est fantastique. J'ai découvert ça il y a plusieurs mois et c'est une révélation. C'est un super soft, très très simple. Enfin, à la fois très complet mais facile d'accès avec une porte d'entrée. Enfin, en tout cas, voilà, il n'y a pas une forte barrière technique pour commencer à faire des choses intéressantes. Et donc l'idée c'est d'avoir une approche similaire, de constituer une image en 3 dimensions avec des volumes simples. Mais avant ça, il y aura d'autres vidéos peut-être un peu plus poussées d'astuces de dessin, notamment sur comment composer des techniques de composition d'une image et des fondamentaux en perspective afin de terminer, on va dire, la série sur la 2 dimensions. Bon bah cool, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. C'est la première série vidéo tuto que je fais, c'est très imparfait,
N'hésitez pas à faire des retours constructifs dans les commentaires. Euh, voilà, top. Et ben, j'espère que ça vous servira et vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que je viens de faire. Vous n'êtes pas obligé, surtout pas, de reprendre la même photographie de référence et de faire une illustration similaire. Vous pouvez avoir une approche similaire avec d'autres types de paysages ou pourquoi pas dessiner des personnages à partir de formes géométriques simples. Essayez, maintenant que vous avez compris comment faire des formes géométriques dans Photoshop. Voilà. Le but c'était de se forcer à utiliser des éléments simples car la limitation rend créatif. Et voilà, encore une fois, avec peu, on peut faire beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt.